Merci Zanep, merci au forum et merci à vous tous bien sûr d'être venus m'écouter ce soir sur parler de Naples et de son cinéma. Vous doutez bien qu'on ne peut pas parler de tout tellement cette ville et son cinéma est riche. On a dû faire des choix. Et alors, mon choix, ça a été que je vais centrer la conférence sur des extraits que la plupart ne font pas partie des films de la sélection, afin que, avec les extraits plus les films de la sélection, vous pouvez avoir un panorama le plus complet possible, dans les limites du possible aussi, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà dire? Eh bien, on peut dire que Naples fut l'une des premières villes au monde à se laisser tenter par cette invention magique que fut le cinéma à la fin du XIXe siècle. Cela n'est pas étonnant puisque Naples constitue depuis toujours à la fois une scénographie naturelle idéale et un volcan d'idées et de talents aussi bouillonnant que son Vésuve. Parmi ces talents, on va commencer par une femme, Elvira Notari, qui sera la première réalisatrice italienne du cinéma muet. Napolitaine d'adoption, Elvira Coda, c'était son vrai nom, épouse Notari, tournera 60 films entre 1906 et 1929. Avec son mari, elle crée aussi la Dora Film, l'une des plus importantes sociétés de production cinématographique de l'époque. Elvira Notari choisit comme centre d'intérêt le Naples populaire et elle est un peu à l'avant-garde puisqu'elle fait jouer des acteurs non professionnels qui sont souvent d'ailleurs les membres de sa famille, de sa propre famille. Donc c'était aussi une question de budget sans doute. Elle s'inspire pour la plupart des chansons napolitaines. Alors ça c'est un point important parce que vous allez voir non seulement dans la conférence de ce soir, mais même dans la sélection, de toute façon à chaque fois qu'on parle de Naples, la chanson a une place extrêmement importante dans la vie des Napolitains comme au cinéma. Mais quand on parle de vie à Naples, c'est le cinéma et vice-versa. Alors, donc je vous disais, elle s'inspire de la plupart des chansons napolitaines, comme pour l'un de ses films les plus célèbres, A Santa Notte, qui ça veut dire la Sainte Nuit, un film qui date de 1922, donc vous pourrez voir le film en entier lors de notre programme. Alors c'est quoi? Ben, c'est un triangle amoureux, ça aussi ça va être une caractéristique finalement de pas mal de films de ce genre. Un triangle amoureux toujours tragique, où, dans ce cas, Torre et Gennariello, précédemment amis, tombent amoureux, hélas, de la même jeune femme, Naninella. Alors, si le premier, qui est aimé, lui, par Naninella, séduit forcément la belle, le second soudoie en secret le père alcoolique pour qu'il accorde sa main. Alors, un détail intéressant, le film est tourné déjà en partie, un décor naturel. Donc, il est tourné vraiment dans les rues de Naples. Alors ça, c'est quand même un détail extrêmement important si on pense qu'on est à 1922. Et pourquoi? Parce que la très sévère, comme on la définissait à l'époque, la très sévère Elvira Notari, pour elle, il n'y avait qu'un mot-clé dans le cinéma, et c'était le réalisme. On va donc commencer déjà par l'extrait de A Santa Notte, extrait numéro 9. Merci.
Alors, il y a, vous inquiétez pas, il y a tous les extraits ont des sous-titres. C'est là où il n'y en a pas, c'est parce que vraiment la scène est tellement facile quand même à comprendre que il y en a, on ne les a pas mis, mais de toute façon. Pour ce genre de film, il faut savoir que bon, la trame de contenu est un peu tourne toujours autour de la même composition et des mêmes thèmes, des mêmes sentiments, la jalousie, la trahison, la perfidie, c'est-à-dire tous les ingrédients vraiment fondamentaux de ce qu'on appelle en italien la sceneggiata. Alors c'est quoi cette sceneggiata? Eh bien c'est une forme de drame musical qui se développa à Naples, d'abord dans le milieu du théâtre et ensuite au cinéma, grâce justement, entre autres, à Elvira Notari. Alors, il s'agit finalement d'une histoire qui est construite autour d'une chanson. Et tout est né, alors comment elle est née cette sceneggiata? Eh bien, tout est né du fait que les acteurs à l'époque étaient taxés 3% en plus des chanteurs. Donc, du coup, les chanteurs commencèrent à acter les chansons et à les transposer de la scène à l'écran pour que justement ils ne perdent pas d'argent. Une solution d'ailleurs que John Turturro, dans son très beau film Passion, dont on va voir plus tard quelques extraits, définit, une solution qui définit à la napolitaine. Alors, le roi de la sceneggiata est sans doute Mario Merola, qui a littéralement fait renaître ce genre dans les années 70, alors qu'il était tombé dans les oubliettes. Au centre de ce drame, donc de ce genre de drames musicaux, il y a toujours le même trio de personnages déjà aperçus dans le film d'Elena Notari, et on les nomme en dialecte par une expression extrêmement connue à Naples, qui est même souvent reprise dans les discussions de tous les jours s'il y a des triangles amoureux. C'est essa isse o malamente, c'est-à-dire essa, donc c'est la femme qui souvent est déchirée entre un homme sincère et honnête et un autre qu'elle aime, mais finalement lui s'en fiche pas mal, ou un homme qui est envieux, qui est méchant, qui la veut absolument pour lui, et alors qu'elle n'en veut pas. Et nous allons voir un petit extrait tiré de Lacrime Napolitane, qui est vraiment le classique de la sceneggiata par excellence, des années 70, interprété donc par Mario Merola, où il est question justement du fameux trio entre un mari qui croit à tort que sa femme le trompe avec le méchant en question. Alors, par rapport au film de Notari, vous allez voir que nous, on retrouve la même théâtralité. On pourrait penser que finalement, 1922, cette interprétation un peu théâtrale, un peu stylisée d'Elvira Notari était due un peu à l'influence de l'époque, du théâtre à l'époque. Eh bien, c'est quelque chose qui va perdurer. Ça vient toujours du théâtre, comme on l'a dit, c'est vrai, mais c'est quelque chose qui va perdurer toujours dans les sceneggiate parce que c'est vraiment l'élément le plus important. Alors, on va passer donc l'extrait numéro 11. Mi volete ammazzare? E te? Spara. Spara. E falla sta sceneggiata, spara! Ti accasserva. Ma che stai dicendo? Salvatore, non mi avete! Non mi avete, Salvatore! Schifoso. E io che t'ho voluto tanto bene. Sei una grande attrice, ma stasera hai sbagliato interpretazione. E io sono un d'onore. E per vergogna me ne vaga a Napoli. Ma figlia mia, non ne vedi più! Vieni a qua!
Alors, vous avez vu qu'ici, la musique appuie le ton extrêmement dramatique des scènes, quand le mari pense que la femme le trompe, etc. La musique, c'est vrai, elle a toujours un rôle très important dans les sceneggiate, mais elle va carrément jouer un rôle extrêmement important quand, dans les années 50, elle va finalement devenir la protagoniste principale. Et malheureusement, ce ne sera pas, on va dire, et ce ne sera pas tout le temps comme ça, mais ça va le devenir au moins pour un film qui est malheureusement tombé dans les oubliettes et qui est un film extraordinaire. C'est le film Carousel fantastique, Carousel napolitain, de Ettore Giannini, tourné en 1954, un film qui va obtenir même le prix international au Festival de Cannes de la même année. Carousel napolitain nous montre que non seulement le musical n'a pas forcément des origines américaines, mais que l'inventive, celle qu'on appelle la creatività, donc la créativité italienne, est au summum, car Giannini réunit dans ce film tous les arts afin de rendre hommage à cette ville. Donc vous avez du théâtre, vous avez de la musique, bien sûr, de la danse, mais vous avez aussi de la littérature et même de la peinture, car certaines scènes reprennent des vues de Naples, des peintres des XVIe et XVIIe siècles. Un petit bijou que vous pourrez découvrir en entier, ça aussi, et dont je vous donne maintenant quand même un petit avant-goût, c'est l'extrait numéro 8. Carousel napolitain est vraiment un ovni dans un panorama cinématographique qui flirte souvent avec les lieux communs, surtout quand on fait recours à la musique. La preuve, les sceneggiate classiques, dont on a vu finalement un exemple avant, reprendront le dessus dans les années 70, et comme nous venons de le voir avec les films de Mario Merola. Mais au fil du temps, justement, ces films ont fini par alimenter une pléthore de clichés et stéréotypes dont Naples n'arrive toujours pas aujourd'hui à se débarrasser. Mais est-il vraiment difficile d'écrire ou de représenter cette ville sans tomber dans le piège habituel du folklore et du paradigme stéréotypé? Comment parler d'une ville qui échappe à tout contrôle, à toute règle, que l'écrivain Sciascia a qualifié d'incorrigible, sans passer à côté des caractéristiques qui font néanmoins de Naples une ville unique? Naples a une esthétique de la vie, un art de vivre qui, contrairement à la Naples sombre et sans espoir sur laquelle le cinéma a eu souvent tendance à se concentrer, ne tient pas spécialement compte de l'environnement et des conditions économiques. Et surtout, on ne la peut en aucun cas considérer comme une banale survie. Entre plein de difficultés et d'adversités, Naples vit le rêve de pouvoir être comme elle est, et personne ne pourra jamais ébranler ou même simplement érafler sa liberté, même si cette dernière a toujours un caractère provisoire, toujours un caractère très précaire. Et alors justement,
parlons de cette précarité qui est vraiment à la base de Naples, de son cinéma, de tout ce que vous voulez. Et alors, le grand responsable dans tout ça, le grand responsable est le Vésuve et tout l'extraordinaire bouillonnement géologique du sol et du sous-sol. C'est lui qui a insufflé au peuple napolitain tout ce qui nous choque ou au contraire nous séduit. Ce sens très théâtral de la vie, un fatalisme nonchalant et même l'infidélité amoureuse. Enfin, ça c'est quand même un joli prétexte, hein, parce que si je te trompe, c'est la faute au Vésuve, quand même il faut le faire. Mais c'est quand même original, c'est bien trouvé. Et trêve de plaisanterie, c'est la preuve que le bonheur à Naples réside non pas dans les choses matérielles, éphémères, mais dans le cœur. Non pas dans l'amour, mais dans la passion. La même que le réalisateur John Turturro, en 2009, fait transparaître dans son film qui porte justement le même nom et qui est exprimé une fois de plus par la musique. Nous allons regarder l'extrait qui est consacré au Vésuve, justement, et défini dans les vers de la chanson, reporté dans les sous-titres en italien, comme une montagne de lave qui tient dans ses mains la vie de tout un peuple et qui est responsable de beaucoup de morts et responsable aussi de la précarité de cette ville. Nous allons voir, donc c'est l'extrait numéro 17. Merci. Naples est fille d'un mythe, le mythe de la sirène Parthénope qui se noya dans la mer du Golfe par désespoir, puisque Ulysse n'avait pas cédé à son chant en s'étant bien bouché les oreilles avec de la cire. Ce n'est donc pas étonnant si le mythe s'empare sans cesse de la réalité dans cette ville, en engendrant chez les Napolitains un véritable talent pour raconter un événement où le plus important n'est pas tellement l'info en elle-même, mais le plaisir de trouver les mots les plus spectaculaires, au sens propre du terme, vraiment de faire du spectacle en racontant, pour la partager avec les autres. La personne prend un tel plaisir qu'elle peut recommencer encore et encore en ajoutant à chaque fois de nouveaux petits détails. Vous allez avoir un exemple de ce talent dans le film Così parlò Bellavista, ainsi parlait Bellavista, un film de 1984, où un monsieur raconte à un groupe de personnes comment il s'est fait presque dérober. On va regarder donc Attendez, c'est l'extrait numéro
numéro 7, pardon. Merci. Non si trova, tanto è vero che quando io l'ho visto, guardate, l'ho visto, questo è l'ultimo cavalluccio che si fa a Napoli, non se ne fa più, dopo devono venire dal Giappone. Sì, talmente dell'emozione che io ho fermato la macchina e non capivo più niente, l'ho lasciata aperta. Questo devo riconoscere. Lasciare la macchina aperta con tutti questi ladri che ci stanno in giro. No, ma io l'ho lasciata aperta per un minuto perché tenevo un occhio al cavalluccio e un occhio alla macchina. E infatti ho visto questo giovane criminale che entrava dentro la macchina. Allora quando ho capito il pericolo, no? Ho scostato la signora, è vero? Ha scostato. Voi mi avete buttato per aria. Se non ero sto giovanotto che mi manteneva, ma erano buttato lungo a terra. È stato proprio così, è stato quello, se non ci stavi la signora andava certamente per terra. Vabbè, insomma, ho allontanato la signora e sono corso verso la macchina. Mi sono tuffato dentro la macchina, l'ho acchiappato per le cosce a questo giovane criminale, no? E lo tiravo, e lui tirava. Avete presente il capitone? Facevo come il capitone. A un certo momento niente, mi è sfuggito dalle mani e forse non è stata la Madonna del Carmine, perché guardate, se io lo acchiappavo con queste stesse mani, guardate, io oggi l'avrei ucciso. L'avrei ucciso. Scusate, ma che è successo? Che è successo? Dunque, io tengo un nipote che oggi è la nascita sua e il figlio di mia sorella separata dal marito è stata sfortunata, no? Allora stamattina io ho detto, Geppi bello dello zio, che cosa vuoi per questa tua nascita? Dice, voglio un cavalluccio. Voilà, donc vous avez vu, mais en plus, si vous allez à Naples, vous pouvez tout à fait tomber dans une scène pareille. C'est ce qu'on voit carrément presque tous les jours. Donc cette étrangeté napolitaine quand même, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans d'autres villes, a séduit, ou parfois même horrifié, beaucoup de grands écrivains voyageurs. Paul Edbe de Musset, par exemple, remarquait que, je cite, « Le plaisir est la grande affaire à Naples ». Quant à Goethe, dans son célèbre voyage en Italie, il remarquait que le napolitain vivait dans une telle, je cite encore, sorte d'ivresse et d'oubli de soi-même, absolument contagieux, au point que l'Allemand qu'il est en prend un sacré coup et finit quand même par avouer que c'est pour lui, je cite encore, une singulière sensation de ne vivre qu'avec des gens occupés du jour au lendemain à jouir. Et toujours dans le film Ainsi parlait Bella Vista, l'ingénieur milanais Cazzaniga arrive à la même conclusion que Goethe, mais après un premier impact avec la ville assez difficile et aussi après la connaissance du professeur Bella Vista, qui a des théories qui ne sont pas très lointaines de la pensée de Goethe. Alors, vous allez voir, bon, ça joue pas mal aussi un peu sur le cliché nord et sud, donc le Milanais qui arrive à Naples, qui est complètement catastrophé par ce qu'il va trouver, et finalement, il se demande où il a mis les pieds, et quand en plus les gens vont savoir qui est le chef du personnel de l'industrie la plus importante à Naples, dans une ville où le chômage est a quand même des records, bat des records, alors il sera carrément presque pris en otage. Mais je vous laisse découvrir tout ça. Quant au professeur Bella Vista, vous allez voir, c'est un homme qui a des théories assez drôles. Il fait une différence entre les hommes d'amour et les hommes qui n'ont pas vraiment d'amour. Et forcément, les Napolitains, ce sont des hommes d'amour, mais je vous laisse découvrir tout ça. On va pouvoir montrer l'un après l'autre. D'abord, l'extrait numéro 5 et ensuite le numéro 6. Merci. Ma solitaria e lenta, moro motiva antica, Natale, Tu, buongiorno, tu sei bellissima l'ogivitazione, questo è bellissimo ragazzo, tu mi piace per la sua signora, molto elegante, No, grazie, benissimo non questo. ho bisogno di orologio. Uno sportivo per l'estate, guarda, bellissimo Porsche, è favoloso, vieni. Tu c'è un orologio antisismico.
Tu, questo vuol dire che se viene il terremoto voi morite, l'orologio no. Volete vedere questo? Guardate com'è bello, guardate. Guardate, funziona, guardate. Ma scusi, ma non ha visto che traffico c'è lì fuori? Non me ne parlate. 2 caffè con molto zucchero. Per me è amaro, grazie. Capito, non vuol dire diabete. No, non mi piace senza zucchero. Ho capito. Voi lo volete amaro perché non volete ingrassare. Ma voi non siete grasso. Io vedo che un gettino è grasso, signore. Ma quale grazie? Allora che dovrei dire io? Non dovrei mangiare più. Non siete grassi, siete sciupati. Sentite a me, dottor. Voi non siete né sic e né chat, siete roba regolare, robusta così. Io ne capisco, vi sono stati, guardate, vi faccio vedere la verità. Poi una bella taglia 48, e casa larga. E sapete come è diventata così, come una liscia? Mangiate, mangiate. Le diete fanno male. Il vostro problema è che dovete dimagrire. Un po' qui e un po' qui. Questo è tutto. Avete visto, dottore? Che vi ho detto io? Voi non siete grasso, siete magro. Per favore, posso avere un caffè amaro? Datemi a me. Il dottore è milanese, la prima volta che viene a Napoli. Fatelo con me. Dottore, scusate, ma mi sembrate una faccia conosciuta. Ma fosse con un ragioniere dell'Alfa Sud. No, non sono un ragioniere, sono il capo del personale. Azzurro, il capo del personale dell'Alfa Sud. Cuccetti, io vedo allora, quando passate. Devi capire il ragioniere. Dottore, per puro caso qui tenga il curriculum di mio cugino Vanetta Luigi. Questa è la fotografia, questo è il conceda illimitata. Sì. Questi sono certificati Io mio fratello che ha fatto una domanda 2 anni fa, Dottore, io su questa cartina dell'Europa ho dipinto in nero i popoli d'amore e in bianco quelli di libertà. L'Italia, la Spagna, l'Irlanda, la Polonia, la Grecia appartengono al mondo del lavoro. L'Inghilterra, la Scandinavia, la Germania invece appartengono al mondo della libertà. Poi ci sono i grigi, che sono quelli che hanno un po' d'amore e un po' di libertà. Gli inglesi, popolo di libertà, hanno il culto della privacy. In Italia gli inglesi sono i milanesi, stanno qua. Professore, a proposito di milanesi, è arrivato l'inquilino del 4º piano. È milanese. Gli uomini di libertà amano farsi la doccia, gli uomini d'amore invece preferiscono farsi il bagno. Professore, poi ci sono quelli che non si fanno né il bagno e né la doccia. La doccia è milanese perché ci si lava meglio, consuma meno acqua e fa perdere meno tempo. Il bagno invece è napoletano. È un incontro con i pensieri, un appuntamento con la fantasia. Come si fa a capire quando uno è stoico e quando uno è epicureo? È una cosa semplicissima. Gli stoici amano i grandi obiettivi posti al di là della vita e per questi obiettivi loro sono disposti a morire. Noi non siamo disposti a I cristiani sono stoici. Eh sì, perché i cristiani che cosa vogliono? Vogliono la felicità eterna. E come dicono i cristiani? Siamo nati per soffrire. Noi non vogliamo soffrire. I marxisti sono stoici perché vogliono la giustizia per tutti e per questa giustizia sono disposti a sopportare la dittatura del proletariato e la rivoluzione, che dette tra di noi sono cose scomodissime. Cazzanichi è stoico, si alza alle 6:30 la mattina perché vuol diventare direttore generale dell'Alfa Romeo. Noi no, noi siamo epicurei. Noi ci accontentiamo di poco, purché questo poco ci venga dato al più presto possibile. Donc, ainsi parler, Bellavista arrive à échapper de façon très intelligente aux nombreux films des années 80 qui véhiculent une image assez folklore quand même de la ville. Il fait la juste transition entre un cinéma du tout début des années 80 qui, à travers le drame et la comédie, trace un portrait de la ville assez inédit. Et, d'autre part, le cinéma des années 90 qui va décidément tourner la page de la représentation stéréotypée. Le film Immacolata et Concetta, tourné par Piscicelli en 1981, déplace par exemple le regard vers la banlieue napolitaine et réintroduit le dialecte pur et dur. Protagonistes, 2 femmes qui se rencontrent en prison et se prennent l'une de l'autre, au point qu'une fois libres, malgré l'une d'entre elles soit mariée, vont défier leur environnement et vont vivre ensemble. Le film a vraiment choqué à l'époque par même une façon d'interprétation assez crue et par le thème
Peut-être que l'époque n'était pas encore prête à voir cela, et c'est vraiment dommage parce que c'est un film qui a complètement changé après la donnée dans le cinéma napolitain et a poussé les réalisateurs à faire des réalisations beaucoup plus réalistes. On va donc passer maintenant l'extrait numéro 10. E tu che fai, ca? Ho visto la macchina e sono venuta a bussare. Ma che fai in giro a quest'ora? Un gesto male. Non ce la faccio più. Sei tornato prima? Sì, stanotte. Ti scarpo il caffè? Macula, non chiagnere che mi fai male. Non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Concetti, io ci ho pensato bene. Aspetta un momento. Le film, malheureusement, donc, comme je disais, n'a pas eu le succès qu'il aurait mérité. Tout autre sort, en revanche, va connaître un film tourné dans la même année, donc en 1981, par le grand Massimo Troisi, qui malheureusement nous a quittés trop tôt. C'est son tout premier film, Je repars de Troyes, Ricomincio da tre, qui est l'histoire de Gaetano qui décide de quitter sa routine napolitaine pour faire un voyage à Florence. Lors de ce voyage, il fera personnellement l'expérience d'un point ferme de l'imaginaire collectif italien, c'est-à-dire un Napolitain, quand il quitte sa ville, ne le fait pas pour voir autre chose, simplement pour faire un voyage, mais uniquement pour émigrer. On va regarder l'extrait, c'est l'extrait numéro 19. Robertino, guarda chi c'è. Vieni avanti, Frank. Salve Robertino, questo è Gaetano. Sei contento che c'è Frank? E questo Gaetano non è americano? No, è di Napoli. Ah, è emigrante. No, io non lavoro a Napoli, ce l'avevo. Ci lavoravo normalmente, solo che sono partito per viaggiare, per conoscere. Poi ho incontrato a Frank e sto qua. Adesso vado a prendervi una bella tazza di tè caldo. Voi siete napoletano, eh? Sì, ma noi emigranti. No, perché capo con napolitano non può viaggiare, può solamente emigrare. Cioè, uno esce, non può fare un viaggio, no? Ouais. Donc, Gaetano, quelque part, c'est le sud qui va vers le nord. C'est quelque chose qu'on a toujours vu et vécu en Italie. Et dans un pays où le clivage entre ces deux zones est très marqué, donc en Italie, bien sûr, et où le napolitain incarne le méridional par excellence, celui qui, finalement, pour vivre, est obligé d'émigrer, comme Gaetano, et d'aller vers le nord. Mais déjà, un autre très, très grand acteur italien avait déjà exploré sous le ton de la comédie ce clivage nord-sud. Il s'agit de Totò, dans le film Totò, Peppino et la Malafemmina. C'est Totò, c'est
Peppino, c'est son frère dans le film, et la Malafemmina, c'est une femme légère, enfin que les deux frères croient être une femme légère. Et Totò est accompagné dans ce film de 1956 par un autre grand acteur italien, Peppino De Filippo, frère du grand Edoardo. Alors, vous ne trouverez pas, j'en suis sûre, vous ne trouverez pas un seul Italien qui n'ait jamais vu la scène mythique où les deux frères Caponi, qui débarquent à Milan à la recherche de leur neveu, qui a quitté Naples pour suivre une danseuse dont il est tombé amoureux, alpaguent un agent de la circulation en lui parlant dans une langue qui se veut étrangère, parce qu'il est convaincu que, déjà, s'il parle napolitain, personne ne va le comprendre, mais il est convaincu que même en parlant en italien napolitain, le Milanais ne va pas le comprendre. Donc vous voyez vraiment cette idée d'étrangeté dans tous les sens. Avec une ironie et un humour dont seulement Totò détient le secret, les clichés typiques du Sud et du Nord se confrontent et offre le portrait d'un pays coupé en deux. Nous allons donc d'abord regarder l'arrivée à Milan, puis la scène avec l'agent à côté du dôme. Donc ça veut dire que nous allons regarder d'abord l'un après l'autre. On va commencer par l'extrait numéro 20 et l'extrait numéro 21 après. Merci. Ma si può sapere che c'hanno da ridere? Chi? Ridono, e per forza. Tu ti sei mai visto nello specchio? Bello Peppino, tu, vestito da milanese, sei ridicolo. Ah, perché tu no? E che c'entri? Io ci ho voluto io. Intanto mezza capa, disse che a Milano faceva freddo, che c'era la nebbia. E beh, e dove sta questa nebbia? Ma scusa, come disse mezza capa? Quando c'è la nebbia, non si vede. La nebbia c'è e non si vede. E non si tocca. Intanto io sento caldo. Ma non dire sciocchezze, a Milano fa freddo. Pure io sento caldo. E sarà un freddo caldo, che vuoi dire? Un freddo caldo. Andiamo all'albergo, io non ne posso più, mi sento morire dal calore. Andiamo all'albergo, così di questo caldo io non lo sento. Ah, non lo senti? No, a Milano non può fare caldo. Va bene. Questo è il vino. E l'olio. Allora. Mutande. Dammi. E pane. Oh. Peppi, attacca sta caciotta. Questa è la pasta. Pasta bianca. Che dici, basterà per 3 giorni sta pasta? Speriamo. Sono 4 chili. Basta, sì. Peppino, fammi la valigia della biancheria. La biancheria l'ho già sistemata io. Il ritratto della buonanima di mio marito. Sta là. Ecco qua. Oh, e qui che c'è? Qua c'è la biancheria. Ma che biancheria? Che biancheria? Dai, aria, su. Su, aria. No, camminate per la stanza. Aria. Show. Oh, ma guarda che non c'è nient'altro da mettere a posto, vabbè. E scansati. Scusi, lei è di qua? Dica. E di qua? Sì. Sono di qua perché? Ma c'ho qua per un tedesco. Ah, il tedesco? Te l'avevo detto che era tedesco. Ah, e allora come si fa? E ci parlo io. Perché tu parli? Ho avuto un amico prigioniero in Germania. Non mi interrompere, sennò perdo il filo. Dunque, excuse me. Sì che? Bitte schön. Noio? Sì che? No. Ha capito? Capito. Dopo ti spiego. Noio volevamo savoir. Noio volevamo savoir l'idris. Yeah. Ma bisogna che parliate l'italiano perché io non vi capisco. Parla italiano! Parla italiano! Ah, complimenti! Parla italiano, bravo! Ma scusate. Dunque... Ma dove credevate di essere? Siamo a Milano qua. Appunto, lo so. Dunque, noi vogliamo sapere per andare dove dobbiamo andare. Per dove dobbiamo andare? Sa, è una semplice informazione. Sentite. Sì. Se volete andare al manicomio, sì, signore. Vi accompagno io. Sì, signore. Ma guarda un po' che roba. Ma da dove venite voi? Dalla Val Brembana? Non ha capito una parola. Revenons maintenant un instant aux années 80.
parce que le film de Piscicelli a été, si vous voulez, un peu le précurseur de toute une sorte, de tout un genre maintenant de cinéma, comme je vous disais, qui va vers le réalisme et qui veut s'affranchir définitivement d'une représentation stéréotypée, intelligente ou pas intelligente, peu importe, essayer de renouer quand même avec vraiment le tissu social de la ville. Eh bien, un réalisateur va faire tout ça. Il s'agit de Papi Corsicato dans son film de 1985, Libera, où les Napolitains même vont découvrir une ville comme ils ne l'avaient jamais vue. C'est un cinéma qui va faire école, comme on dit, et je vous donne donc je vous montre un petit extrait. Il s'agit de l'extrait numéro 13. Merci. Jingle bells, jingle all the way. La 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 la. Jingle bells, jingle bells. La finisci che mi stai affumicando? Buongiorno, da Marcangelo. Ora, te non bisogna chiedere come che stai. Dans les années 90, Naples ne sera plus vue selon la dichotomie opposant nord et sud, ou forcément sous une optique extrêmement réaliste, mais elle va apparaître plutôt comme un espace autre, où c'est le protagoniste à se sentir plutôt en situation de profonde étrangeté. C'est le cas de Delia, la protagoniste de L'amour meurtri, 1995, tournée par Mario Martone. Delia a quitté Naples pour aller vivre dans le nord, elle va vivre à Bologne, et elle y fait retour pour l'enterrement de sa mère. Naples, au moment des funérailles, apparaît encore plus agitée que d'habitude, et une musique dérangeante, presque, rend bien l'état d'âme de la protagoniste. Mais au fur et à mesure que Delia va régler ses comptes avec son passé, elle va régler aussi les comptes avec son enfance, elle va récupérer en quelque sorte le rapport avec sa maman, même si hélas est décédée, voilà qu'elle va rencontrer une ville qui est beaucoup plus détendue. La ville devient beaucoup plus détendue sur l'écran, une Naples beaucoup plus fleurie, et en plus, Delia même va troquer son taillé gris qu'elle portait au moment de l'enterrement avec une jolie veste rouge. Mario Martone utilise beaucoup ce genre de métaphore dans ses drames psychologiques. Il s'appuie beaucoup sur les couleurs, il s'appuie plutôt que sur la dramatisation de ses interprètes. On va donc voir l'un après l'autre les extraits numéro 2 et numéro 3. Merci. Severino, mi hai combattuto, Vabbè, arrivederci. No, ma... Che peccato. Bene, le chiavi dell'appartamento e te le do a casa. Va bene. Mannaggia a te, mannaggia! Se sei rubato vostro lanciare! Ma con chi ce l'aveva? Papà non ha mandato nemmeno un mazzo di fiori. E di
Di che ti meravigli? Magari nemmeno l'ha saputo. Forse dovevamo avvisarlo. Dans cette capitale maintenant de la culture, telle que Naples est définie derrière moi, capitale extraordinaire d'un point de vue théâtral, musical, architectural ou filmique, forcément Naples inspire même les nouvelles tendances, de nouveaux genres, et ce n'est pas étonnant si même le cinéma d'animation s'est intéressé à cette ville. Et c'est assez étonnant parce que c'est la première fois qu'un réalisateur s'y est intéressé avec un film, L'Art de la joie, qui, curieusement, est beaucoup plus connu en France qu'en Italie. Et donc je vous donne un petit extrait qu'on commentera après. C'est l'extrait numéro 4. Merci. Dicono che l'anima ritrova sempre la strada di casa. Non importa quanto tempo è passato, non conta se il momento è quello giusto. L'anima torna. Ma quello che mi chiedo è: qual è la sua casa? Questa è città? Questa gente? Siamo davvero noi la casa dell'anima? O piuttosto la sua gabbia? Siamo nella ruota della vita, amici. Siamo nel samsara, siamo nel circolo vizioso della morte e della rinascita. Ci siamo dentro da secoli e non riusciamo proprio a venirne fuori. Sempre le stesse anime riciclate in 1000 sacchetti diversi. Viviamo 1000 volte e 1000 volte siamo da buttare. Ah, se almeno potessimo ricordare ciò che siamo già stati. È che io non ricordo più chi sono. Alors, c'est un extrait qui reprend un peu un binôme tradition et modernité qui est propre à une tradition plutôt orientale, mais c'est important de souligner aussi les origines. Tout à l'heure, je dis que Naples a été fondée sur un mythe. En fait, il y en a même plusieurs, si je puis dire, mais un autre aspect extrêmement important qui rend certainement cette ville aussi complexe, c'est finalement sa philosophie orientale. Et donc, le fait de pouvoir retrouver des éléments contradictoires qui finalement finissent par trouver une certaine harmonie. Et alors, dans ce film qui est extrêmement moderne, qui a été conçu aussi avec des techniques modernes, on reprend une philosophie typiquement orientale qui est celle donc de la destruction et de la renaissance. L'une ne va pas sans l'autre et c'est une façon
façon de vouloir renouer un tout petit peu toujours l'idée centrale que Naples a fait vraiment, on la vérifie toujours dans ses films, qu'il n'y a pas meilleure modernité que celle qui s'enracine dans la tradition. Voilà, mais oui, on a encore un petit peu de temps. J'ai gardé, mais je vous laisserai du temps pour les questions, j'ai gardé le meilleur pour la fin, comme on dit, puisque forcément le cinéma napolitain ne serait pas le cinéma et Naples ne serait pas Naples sans ces grands interprètes. On a vu déjà Totò, bien sûr, mais on n'a pas vu encore Edoardo De Filippo, on n'a pas vu Sofia Loren, et on n'a pas vu Vittorio De Sica. Eh bien, s'il y a un film dans ce programme qu'il ne faut vraiment pas rater sous aucun prétexte, c'est L'Or de Naples. Puisque L'Or de Naples réunit à lui tout seul tout ce qui incarne le cinéma à Naples en termes d'esprit, personnage et interprète. C'est un magnifique film que Vittorio De Sica a tourné dans le ventre vraiment de Naples en 1954. Et comme je vous disais, les plus grands noms du cinéma napolitain sont réunis, à partir bien sûr de l'immense Edoardo, qui n'a besoin d'aucune présentation, bien sûr, jusqu'à Totò et jusqu'à la belle sulfureuse Sofia Loren, ou même Tina Pica, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui a été extrêmement fondamentale avec son humour, avec son ironie dans le cinéma napolitain. Ce film est composé de 6 épisodes, inspirés des nouvelles de Giuseppe Marotta. Chaque épisode met en évidence le vrai trésor de cette ville, donc le vrai or de cette ville, qui est représenté par l'amour de la vie, l'amour que les Napolitains portent vers la vie, la patience et l'espoir sans fin de ses habitants. On peut sans doute considérer ce film comme l'un des actes d'amour les plus beaux et explicites qu'un artiste ait pu dédier à Naples. On va passer d'abord dans l'ordre l'extrait numéro 15 et ensuite on va terminer avec l'extrait numéro 14. Merci. Buongiorno. Don Poppì, non vi abbattete, c'è sempre speranza. Quella resiste, ce la fa. Grazie. Speriamo che la bella mamma da Carmine ci metta mano su io. Due pizze per l'avvocato Cutolo. Chi l'avvocato? Quello è in arretrato da 2 mesi, quello non giusto niente da fare. Buongiorno Anna Sofì, quando vengo a voi è sempre una giornata di sole. Allora verrà giornata di sole. Scusate Don Rosario, se non vi dispiace, io vorrei essere fatta a mamma dalle mani di Donna Sofia. Ah. Non ci facete perdere tempo, che la gente aspetta. Abbiamo capito Don Rosario, con voi non si passa. Voi state sempre col fucile puntato. La paletta, dove sta? Dietro all'Hermione. No, diteli insieme, all'unisono, con lo stesso tono. Tutti insieme? Sì. Duca Alfonso Maria di Sant'Agata dei Fornari! Madonna! Questo glielo fate 2 volte al giorno, quando esce e quando rientra. Avete capito? Aggia pazienza, va.
la mano molle, deve essere così, molle, con delicatezza, e le labbra un po' umettate, bagnate con la saliva. E mi raccomando, le dita alzate perché sennò esce un rumore incomprensibile che non raggiunge l'obiettivo per la sua insufficienza. Invece, con un pernacchio come quello che vi ho fatto sentire io, si può fare una rivoluzione, venite. Basta, è tardi. Buonasera, tornasì. Hai capito, Pasquale? Tornasì, ci ha consigliato di fare un bello pernacchio. Mette in mano. Ah, sì, io non può lavare, si alza il dito e si fa una pernacchio, o anzi un pernacchio. Buonasera. Buonasera. Bravi, studiate. Nessi, vedete che bellezza. Ah, bello. Passeggero che passi per questo rione, guarda Maria e recita l'orazione. Che se peggio da amici. Sì. Non va. Voilà donc ce qu'on peut dire dans le temps que nous avons de cette ville qui est, je cite, polymorphe, dionysiaque, décidément inclassable, où il est encore aujourd'hui difficile de distinguer la réalité de la fiction. Car si les Napolitains appellent affectueusement par leurs prénoms des acteurs tels que Sofia Loren et Eduardo De Filippo, ou le légendaire Totò, c'est justement parce qu'il est impossible de savoir où s'arrête la scène pour que la vie prenne le relais et vice-versa. Donc Naples, c'est ça. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté parler de cette ville qui finalement a changé ma vie. Merci beaucoup.